Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être là de nouveau parmi vous. Et puis, je souhaite vous remercier de votre présence, que je puisse donner cette occasion de vous parler un petit peu d'un grand spirit français à l'époque, qui s'appelle Léon Denis. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais peut-être certains d'entre vous le découvriront ce soir. C'est vrai que je suis venu en janvier, je crois que j'ai parlé de médiumnité si je me rappelle bien. Puis j'étais aussi à Yverdon en avril. Et puis j'étais là le mois passé pour parler de... Qu'est-ce que c'était? La science, spiritisme et la science. Et donc aujourd'hui pour parler de Léon Denis. Pourquoi? Parce qu'il est né en fait le 1er janvier 1846. Et donc, le 1er janvier cette année, c'est le 170e anniversaire de sa naissance. Alors, pour me présenter rapidement, je suis, vous pouvez le voir ici à l'écran, je suis actuellement secrétaire général du Conseil Spirit International et je m'occupe aussi de coordonner les actions pratiques du Conseil Spirit International en Europe. Donc c'est pour ça que j'ai l'occasion d'aller aider autant ici, en Suisse, que je serai dans 15 jours en Allemagne, parce qu'il y a une rencontre des groupes allemands. Et puis j'ai été en Finlande, j'ai été au Danemark, donc pour essayer d'appuyer, d'aller aider partout où on peut aider, parce que le but du Conseil Spirit International, c'est ça, c'est d'aider, c'est pas de commander, d'imposer, non, c'est de venir proposer de l'aide, voir ce que les groupes ont besoin, et puis apporter donc cette aide. Et donc au niveau francophone, il y a une deuxième institution qui a été créée il y a 5-6 ans maintenant, qui est le mouvement Spirit francophone, que vous voyez aussi, le MSF. Et donc, où ce sont des Français, les Belges, et puis les Québécois nous ont rejoints maintenant aussi. Et je pense qu'il y aura bientôt aussi des Suisses. Donc, pour mettre en commun tout ce qui est en français. Donc, par exemple, d'avoir des livres en français, de faire des conférences en français, de pouvoir traduire des choses du portugais en français, de pouvoir préparer des cours, des documents d'appui pour les activités spirites en français. Donc ça, c'est le but du mouvement Spirit francophone, qui organise aussi les congrès médecine et spiritualité, des médecins de l'association des médecins spirites internationale. Donc l'année dernière, c'était à Lille. Voilà, l'année d'avant, c'était à Lyon. Et cette année, ce sera donc à Toulouse le 12 et le 13 novembre. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site lmsf.org pour y trouver des informations. Et donc le mouvement Spirit francophone édite aussi la revue Spirit en français que vous voyez là devant les... C'est des orchidées, c'est ça? Donc devant les orchidées, donc c'est la revue qui avait été fondée par Allan Kardec en 1858 et donc qui existe toujours et donc qui est toujours donc c'est un comité de rédaction au sein du mouvement Spirit francophone qui s'en occupe. Voilà. Et enfin, j'habite en fait à Belfort, donc c'est à 150 km à peu près au nord d'ici. Alors 150 km c'est en ligne droite, mais pour traverser le Jura ça tourne un peu. Donc ça fait 200 km en voiture, quoi. Mais donc c'est pas loin. Et puis donc il y a le centre d'études spirit Léon Denis, justement. On a choisi le nom de Léon Denis quand il a été créé en 1997, qui fonctionne dans la ville de Thann. Donc c'est en Alsace, près de Mulhouse, en France. Voilà. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah oui, j'allais dire, il n'a pas la même couleur que la dernière fois. Ça. Oui. Sinon, je peux le bouger là aussi. C'est bon? Merci. Alors, l'actualité ces derniers mois, ou je dirais même ces dernières années, est particulièrement chargée. On voit énormément de choses qui se passent. Les guerres en Syrie ou
au Pakistan ou en Afghanistan. On voit aussi des attentats. En France, il n'y a pas longtemps, un prêtre qui s'est fait assassiner. Vous avez eu des événements à Munich. Bon, c'est vrai que quand on voit tout ça, hein, avec en plus le fait que les médias maintenant montrent ça quasiment en direct, donc quelle que soit la chaîne où on voit que ça. Donc on a même à la limite un peu de mal à y échapper. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a de quoi se dire, mais bon sang, est-ce qu'on va vraiment dans le bon sens, hein? Et en fait, je vais essayer de vous expliquer, moi, en mettant quelques citations justement de Léon Denis, qui expliquait bien ça, puisqu'il faut savoir que lui, donc, il a écrit beaucoup de ses livres à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, donc, où les événements annonçaient donc la Première Guerre mondiale de 1914, et il se passait des choses un peu similaires à ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il a écrit pas mal de choses qui sont brûlantes d'actualité encore de nos jours. Et pour analyser ça, pour ne pas déprimer en tant que spirit, puisque les spirites sont toujours optimistes et positifs, hein, puisque nous savons, d'après ce que les esprits nous disent, que la Terre est dans une phase de transition. Donc elle est actuellement en fin d'une phase, d'une période de ce qu'ils appellent un monde d'expiation et d'épreuve. Donc expiation, c'est un mot un peu difficile, lourd, quoi. Il y a des épreuves, hein, donc des choses qui sont douloureuses, pour aller vers un monde de régénération. Et ce qui est caractéristique à chaque fois qu'on voit une transition comme ça, c'est justement ces périodes de crise. L'ancien monde, il rentre en crise, il y a l'éveil des consciences qui se fait, et donc, petit à petit, le nouveau monde qui s'installe. C'est-à-dire les esprits qui s'améliorent, et puis des bons esprits qui viennent se réincarner pour remplacer ceux qui sont encore un petit peu, je dirais, en retard, ceux qui sont encore trop enclins au mal. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, ce ne sera pas en 2019, ce ne sera pas non plus... C'est quelque chose qui va se passer sur une période de plusieurs décennies, je dirais même de quelques siècles, avant qu'on arrive vraiment à ce monde de régénération où, comme le disent les esprits, le bien prévaudra sur le mal. Donc on n'y est pas encore, mais ça bouge. Et c'est pour ça que je pose la question, là, combien de temps faudra-t-il encore pour éveiller les consciences, hein? Parce que Jésus, il nous avait dit, donc par Matthieu, hein, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et qu'est-ce qu'il appelait scandale? C'est justement ce qu'on voit. Ce sont ces crimes, c'est la corruption, ce sont toutes ces choses qui sont caractéristiques de la crise. Et il le dit clairement, il est nécessaire que ces scandales arrivent. Pourquoi? Pour éveiller la conscience des gens. C'est quand on a vu les images de ce petit garçon syrien de 9 ans ou de 7 ans mort sur une plage d'une île grecque, que les gens se sont dit, mais attendez, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer ça comme ça. Et c'est là aussi on voit qu'il y a des hommes et des femmes politiques, hein, parce que je dis femmes parce que, même pour la citer, Angela Merkel, elle a été exemplaire là-dessus, elle a vraiment pris des risques, là elle a vraiment visé le bien, quoi. C'est-à-dire, bon, ce sont des réfugiés, il faut les accueillir, il faut faire quelque chose pour eux, sachant que ça allait éveiller ceux qui sont en opposition, ceux qui, dont les dirigeants encouragent malheureusement encore l'égoïsme, ceux qui jouent sur la peur des gens pour mieux pouvoir les dominer et les manipuler, les faire voter pour eux, un peu comme on l'a vu aussi en Angleterre récemment, hein, où les gens ont été massivement manipulés par la presse et où un référendum a décidé de la séparation, quoi. Alors que la tendance aujourd'hui, c'est plutôt d'aller vers le rassemblement, c'est d'aller vers l'union, c'est d'aller vers la coopération, vers la fraternité, vers l'abolition des frontières, etc. Et là, il y a eu, comme dit Jésus, un scandale. Et c'est là, du coup, que d'autres Anglais, qui étaient peut-être un peu endormis, se sont réveillés, hein, comme il dit, pour éveiller les consciences. Hein. Voilà. Et c'est là où les gens, maintenant, commencent à se mobiliser. Attendez, on ne peut pas faire ça. Ah c'est trop tard. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a moyen de corriger, mais ça va leur mettre un peu de temps, quoi. Et donc, c'est à nous de toujours rester bien attentifs à cela.
Au Brésil, bon, il y a beaucoup de Brésiliens dans la salle, ben, on est aussi dans une période très trouble, très difficile. Et là, je voudrais citer donc Divaldo quand il était à Paris l'autre jour. Évidemment, la première question qui lui a été posée, mais Divaldo, avec tout ce qui se passe en ce moment au Brésil, comment va notre Brésil? Et Divaldo, il a répondu, mais le Brésil va très bien. Hein, parce qu'il dit, il est en pleine crise, mais la crise, c'est toujours quelque chose qui annonce un changement vers le mieux. Vous voyez? Et donc, il faut voir ces événements comme ça en disant, bon, il se produit des scandales, et profiter pour communiquer là-dessus. Donc, on communique dans la revue Spirit. On a fait un numéro sur le terrorisme, donc où on explique vraiment le point de vue Spirit sur le terrorisme, donc pour apporter, pour éclairer les gens. Et le congrès Spirit mondial, donc il sera le 8e qui aura lieu à Lisbonne dans 3 semaines maintenant, hein, donc le 8, 9, 10 octobre. Il est sur le thème de aimer la vie, aimer son prochain. Et aimer la vie, pourquoi? Ben, c'est pour faire la prévention contre le suicide, c'est pour faire donner des explications aux gens en ce qui concerne l'avortement, l'euthanasie et toutes ces questions-là. Donc la communication qu'on fait dans le sens de favoriser cette transition, de faire de sorte qu'elle arrive de faire contrepoint un petit peu par rapport aux autres forces d'esprit moins avancées qui, eux, au contraire, font tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre les bâtons dans les roues, pour nous faire trébucher et puis pour retarder cette transition. Pourquoi ils font ça? Ben parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre le contact et que s'ils ne méritent plus de rester sur la Terre, hop, ils vont automatiquement se réincarner sur un monde qui était comme notre Terre il y a 2000 ans ou il y a 5000 ans, donc un monde primitif. Alors, on continue. Donc, l'évangile selon le spiritisme, donc Kardec il ajoute, parce que les hommes étant en expiation sur la Terre, se punissent eux-mêmes par le contact de leurs vices, dont ils sont les premières victimes, et dont ils finissent par comprendre les inconvénients. Lorsqu'ils seront là, de souffrir du mal, ils chercheront le remède dans le bien. Donc ça, c'est le mécanisme par lequel la prise de conscience se réalise. Alors, quelles sont les causes de toutes ces crises? Quel est vraiment le défaut, le plus grand défaut qui retarde l'évolution de l'homme? Eh ben, vous avez une liste là. L'orgueil, l'égoïsme et l'orgueil. On pourrait citer à la limite que les 2 premiers, parce que tous les autres, quelque part, découlent de ces 2-là. Hein, l'individualisme, ça vient de l'orgueil, hein, la corruption vient de l'égoïsme, etc. La violence, c'est pour dominer les autres, aussi par orgueil, par volonté de domination. Et puis il y a le fanatisme aussi, donc qu'on a beaucoup cité dans le cas de tous ces attentats, hein, donc de Daesh et autres. Et le fanatisme, en fait, ben, ces pauvres gens qui font ça, ils ne réfléchissent plus. Ce qui caractérise le fanatique, c'est qu'en fait, il n'y a plus de réflexion, quoi. Il est parti dans quelque chose, on lui dit qu'il faut faire ça au nom de Dieu, il le fait au nom de Dieu, et il n'y a plus aucune réflexion. Donc ce sont en fait là aussi des frères qui ont avant tout besoin d'éducation et d'éclaircissement, quoi. Alors, Léon Denis, donc toujours sur l'égoïsme et l'orgueil, hein, l'égoïsme est le frère de l'orgueil, et procède des mêmes causes. C'est une des plus terribles maladies de l'âme. Vous voyez comment il appelle ça, une maladie de l'âme, l'égoïsme. Le plus grand obstacle aux améliorations sociales. Hein, quand vous voyez les riches, les pauvres, ceux qui sont dans l'opulence, les autres qui ont... Ben la cause, elle est que là, quoi. À lui seul, il neutralise, il rend stérile presque tous les efforts de l'homme vers le bien. Aussi, le combattre doit être la préoccupation constante de tous les amis du progrès, de tous les serviteurs de la justice. Donc, AM, c'est après la mort, chapitre 46. Et donc, Pedro nous a mis ici donc, quelques exemplaires des livres de Léon Denis qu'il a dans la librairie. Donc, sur votre gauche, vous verrez ceux qui sont en portugais, et puis donc sur votre droite, les quelques-uns qu'il a ici en français. Sachant qu'en français, comme Léon Denis est libre de droit, vous pouvez tous les télécharger sur Internet, notamment l'encyclopédie Spirit, fait aussi par le mouvement Spirit francophone, donc c'est spiritisme.net. Et là, vous pourrez tous les trouver, ou sur le site Internet de notre groupe ATAN, on les a aussi mis. D'accord ? Et donc en imprimé, il y en a quelques-uns qui sont ici, on peut en avoir d'autres, et le Conseil Spirit International, par Goret et Dissei Europe, va aussi les mettre tous à disposition. Et vous avez la librairie Filmant,
Donc c'est le quatrième, là, en partant de la droite. Donc qui en a réimprimé quelques-uns. Voilà. Donc vous voyez, donc Léon Denis, comme il était lui aussi très clair là-dessus, quoi. Et comment on fait pour combattre l'égoïsme? Ben, ça commence en fait par l'éducation. Et l'éducation des enfants, quand ils sont petits. C'est-à-dire quand on voit des germes d'égoïsme et d'orgueil auprès des enfants, donc quand ils sont encore, disons, avant l'âge de 7 ans, leur esprit est encore un peu ouvert, il absorbe ce que ses parents lui disent et aussi l'exemple que ses parents lui donnent. Et donc ça, c'est quelque chose qui servira énormément à l'enfant plus tard. Donc justement, quand on lui apprend la charité, quand on lui montre les inconvénients de l'égoïsme, si on faisait ça sur chaque enfant, si vraiment cette éducation elle était donnée, je dis bien éducation et pas seulement l'instruction, eh ben on ferait un grand pas dans le sens de l'amélioration de la Terre. Après, les adultes, c'est plus dur. Hein, on a la tête dure, ça ne rentre plus, on est buté, on est borné. C'est au moment de l'enfance qu'il faut vraiment en profiter un maximum. Alors surtout, si vous avez des enfants comme ça jusqu'à 7-10 ans, profitez-en au maximum, parce que c'est là où vous allez pouvoir semer les petites graines, qui, même si pendant l'adolescence il y a cette révolte qui est normale, hein, quand il refait sa vraie personnalité ressort, ben, plus tard ça lui servira, parce que la petite graine, ben, elle sera là, et elle germera tôt ou tard quand le moment sera venu. Toujours Léon Denis, nos mots proviennent de ce que, malgré le progrès de la science et le développement de l'instruction, vous voyez bien le mot instruction ici, l'éducation c'est plus que juste l'instruction. Hein. L'instruction, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est les langues, c'est les français, la physique, mathématiques, etc. Alors que l'éducation, ça tient aussi compte de cette partie morale, l'éducation morale ou l'éducation civique. Hein. Donc, le progrès de la science et le développement de l'instruction, l'homme s'ignore encore lui-même. Il sait peu de choses sur les lois de l'univers, il ne sait rien sur les forces qui sont en lui. Le connais-toi toi-même du philosophe grec est resté pour l'immense majorité des humains un appel stérile. Et effectivement, est-ce que vous connaissez une école qui enseigne la spiritualité et l'existence de l'esprit? Ça n'existe pas encore. Hein. Voilà, on est encore dans un monde matérialiste qui ignore l'esprit, non pas par une preuve scientifique, hein, comme je l'ai montré la dernière fois, enfin le mois dernier, mais par parti pris et par orgueil. Par orgueil, pourquoi? Parce que quand on admet l'existence de l'esprit, on admet qu'il y a des choses qui peuvent être supérieures à l'homme, comme Dieu, comme les bons esprits et tout ça. Et ça demande une certaine dose d'humilité. Mais cette humilité fait partie justement des scientifiques, et petit à petit, ils vont y arriver. Et donc je peux vous dire qu'il y a des universités de médecine aux États-Unis et au Brésil qui donnent déjà des cours pour les futurs médecins, donc de médecine et spiritualité. Comment la spiritualité intervient dans la médecine et notamment tous les effets bénéfiques que des croyances spirituelles chez un patient peuvent apporter sur sa santé physique. D'accord? Alors, est-ce que j'ai sauté? Je suis revenu en arrière. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un des buts du spiritisme et puis de la codification de Kardec, c'est de démontrer par A plus B qu'il y a autre chose que de la matière, que l'esprit existe et qu'il survit à ce qu'on appelle la mort. Alors toujours Léon Denis, donc là je vous montre la fameuse revue Spirit où on avait fait une étude sur le terrorisme, donc c'était juste après les attentats à Paris, où on avait donc mis tous les arguments spirites contre la violence, pour la tolérance, la liberté de penser, etc. Donc tous les arguments, le point de vue spirit sur ces choses-là. Et donc j'ai aussi mis quelques citations de Léon Denis, et notamment il parle des remèdes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Et il dit, on a longtemps cru avoir fait assez en répandant l'instruction, donc comme on l'avait vu avant, mais l'instruction sans l'enseignement moral est impuissante et stérile. Avant tout, il faut faire de l'enfant un homme comprenant ses devoirs comme il comprend ses droits. Donc ça, c'est extrait du livre Christianisme et Spiritisme, et où on voit de nouveau cette idée, donc, je prends l'exemple de la France, l'éducation est laïque en France, hein, le gouvernement est laïque. Et malheureusement, derrière la laïcité,
qui a comme sens premier le fait que chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut, hein. Mais souvent c'est interprété comme une omission, c'est-à-dire que le professeur ou les gouvernements ou les instances du gouvernement disent parler de religion, c'est pas notre affaire. Et donc souvent ils confondent aussi que parler de l'âme, de l'existence de l'esprit, de toutes ces choses qui sont maintenant scientifiquement démontrables, c'est pas leur rôle. Et donc là il y a une lacune. Alors donc c'est plus aujourd'hui aux parents de le faire, mais bon après vous savez, à Paris par exemple, il faut payer des loyers qui sont chers, donc le père travaille, la mère travaille, l'enfant il est tout seul, quand les parents rentrent le soir ils sont fatigués, et en fait ils n'apportent pas cette éducation. Et donc les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes de ce point de vue-là, et puis c'est ça qui fait qu'après, il leur manque cette composante d'enseignement moral. Alors toujours dans les remèdes, vous voyez, donc il insiste encore plus, hein, donc c'est remettre le spiritualisme à la base de l'éducation, travailler à refaire l'homme intérieur et la santé morale. Il faut réveiller l'âme humaine endormie par une rhétorique funeste, lui montrer ses pouvoirs cachés, l'obliger à prendre conscience d'elle-même, à réaliser ses glorieux destins. Vous retrouvez un peu le style de Léon Denis qui est en fait magnifique, parce que c'était vraiment un bel écrivain, et quand vous lisez ses livres, surtout les fins de chapitre, il y a des moments où il y a les larmes aux yeux, tellement c'est beau, c'est bien dit, bien écrit, bien tourné, etc., quoi. Voilà, alors, là aussi en France, on le montre aussi dans l'article qu'on a écrit sur la revue Spirit, même ceux qui défendent la laïcité commencent à se réveiller, en disant « stop, là il faut qu'on fasse quelque chose ». Il faut qu'on fasse des enseignements sur les religions en général. Vous voyez, quels sont les... Il commence à revenir un petit peu à cette omission qui est encore le caractère actuel. Alors ici en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous devez certainement avoir beaucoup d'écoles religieuses, hein, catholiques ou protestantes, qui donnent aussi cette éducation religieuse. Pour moi, en Alsace, c'était pareil. Il y avait 1 ou 2 heures de religion par semaine. Et donc, on pouvait s'en faire dispenser, évidemment, suivant le principe de la laïcité, et on pouvait aussi choisir. Donc, il y avait catholiques, protestants et juifs à l'époque. Et en fait, ça, c'est le bon chemin, c'est-à-dire de donner ces bases aux enfants quand ils sont encore petits. Et donc, il continue encore en disant... Si l'on consacrait à l'éducation des masses et à la vulgarisation des principes souverains seulement 1/4 des sommes que l'on dépense pour les œuvres de destruction et de mort, alors 1/4 c'était à l'époque, aujourd'hui je crois qu'on pourrait dire 1/10, hein. La face du monde serait vite changée, le progrès serait plus rapide dans le fonctionnement des œuvres sociales. Par le développement du sens moral et l'évolution des intelligences, bien des causes de souffrance disparaîtraient et l'humanité s'acheminerait d'un pas plus assuré vers des temps meilleurs. Donc SES, ça doit être socialisme et spiritisme. Donc ça vous ne le trouverez pas sous forme de livre. Par contre, c'est des articles qu'il a écrits dans la revue Spirit et que vous pouvez aussi trouver sur Internet. L'encyclopédie Spirit, on l'a. Et donc ça, en fait, c'est le meilleur remède. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire tout ce qu'on peut pour encourager l'éducation, non seulement dans nos pays, mais aussi dans le monde, dans les pays du tiers-monde, en Afrique. Parce que c'est avec l'éducation que, justement, qu'on va donner aux enfants, qui deviendront des adultes, qui auront des ressources pour se lever, pour s'opposer à ce mal, et puis pour, je dirais, faire des élections, des votes en conscience de cause, en votant pas seulement pour celui qui crie le plus fort ou qui a le plus d'argent, mais pour celui qui réunit à la fois des qualités d'intelligence et de moralité. Encore des remèdes. Sans la discipline morale que chacun doit s'imposer, les libertés publiques ne sont qu'un leurre. Et oui, aujourd'hui on le voit, regardez les Américains, ils parlent de mettre des murs maintenant au Mexique, ou vous avez des murs en Croatie ou en Hongrie. Ça va à l'encontre des libertés. Hein? On est vraiment en train de prendre le chemin, c'est pas ça la solution. Hein? La solution, c'est la discipline morale. D'accord ?
On a l'apparence, on n'a pas les mœurs d'un peuple libre. La société reste exposée par la violence de ses passions et l'intensité de ses appétits à toutes les complications, à tous les désordres. L'état social n'étant dans son ensemble que la résultante des valeurs individuelles, évidemment, c'est les individus qui composent la société. Si on veut changer la société, il faut déjà changer les individus, en commençant par nous-mêmes. D'accord? Et c'est quand les individus se changeront que la société automatiquement changera aussi. Il importe donc avant tout de s'attacher à cette lutte contre nos défauts, nos passions, nos intérêts égoïstes. Aussi longtemps qu'on n'aura pas vaincu la haine, l'envie, l'ignorance, on ne saurait établir la paix, la fraternité, la justice parmi les hommes, et la solution des problèmes sociaux restera incertaine et précaire. Donc, toujours Léon Denis dans Socialisme et Spiritisme. Alors ça, là aussi on le reconnaît. Réveillez-vous de votre lourd sommeil, déchirez le voile matériel qui vous enveloppe. Apprenez à vous connaître, à connaître les puissances qui sont en vous et à les utiliser. Donc, vous voyez comment il le décrit. Hein, notre esprit, en fait, c'est notre esprit qui est la puissance qui est en nous, hein, et qu'on peut utiliser justement pour notre propre évolution et pour l'évolution des sociétés. Toutes les lois, toutes les voies de la nature, toutes les voies de l'espace vous crient: levez-vous et marchez, hâtez-vous pour la conquête de vos destinées. Hein, puisque l'évolution, c'est effectivement le but de notre incarnation, le but de notre vie. Et donc de se débarrasser de nos défauts petit à petit, et puis d'acquérir les qualités intellectuelles et morales qui les remplacent. Là aussi, vous voyez, l'amour sauvera le monde. Sa chaleur fera fondre les glaces du doute, de l'égoïsme, de la haine. Il attendrira les cœurs les plus durs, les plus réfractaires. Donc, vous voyez aussi là, le style de Léon Denis, imagé et tout. J'espère vraiment vous donner envie de le lire, parce que c'est des textes qui sont vraiment sublimes. Là, j'ai vraiment pris que quelques extraits, mais ces livres, en fait, ils sont tous tout à fait comme ça. Autant Kardec, c'était 1, 2, 3, 4, 5, organique, tac, tac. Autant Léon Denis, c'est un peu plus romancé, il y a beaucoup plus d'images, il a un style un peu différent qui est à la limite un peu plus facile à lire. Sachant que Kardec reste quand même la base, néanmoins. Alors, on va parler un petit peu plus du personnage. Là, je vous ai montré quelques extraits donc, qui vous donnent une idée de ce qu'il pensait et puis de ce qu'il divulguait. Et donc, le personnage, il est né, comme je vous l'ai dit, le 1er janvier 1846 dans une ville qui s'appelle Fougues. Donc, c'est dans l'arrondissement de Toul. Alors, vous le voyez, là, il est en rouge. Hein. Qui est tout près de Nancy. Donc d'ici, c'est pas très loin, hein. Vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée sans problème. Donc il suffit de traverser les Jura et après de traverser les Vosges. Alors, évidemment, ça tourne un peu, mais on y arrive. Et puis donc, c'est une toute petite ville. Donc son père s'appelait Joseph Denis et sa mère s'appelait Anne-Lucie Liouville. Et donc là, bien sûr, moi j'y ai été quelques fois, parce que moi je suis déjà à mi-chemin par rapport à vous. J'ai pris quelques photos de Fougues, où donc vous voyez sur la droite la maison qui est au centre de la photo, c'est la maison où il est né, donc qui existe encore. Et sur la gauche, quand vous remontez un petit peu la rue, ça monte vers l'église donc, qui était de l'époque. Donc on voit les rues qu'il avait pu fouler quand il était petit. À 9 ans, il s'est fixé à Strasbourg avec sa famille, donc ils avaient déménagé à Strasbourg. Et quelques années après, il était parti à Bordeaux, où le petit Léon, donc qui avait à peine 10 ans ou un peu plus, a dû interrompre ses études pour aider son père. Et en 1857, son père, il est devenu chef de gare de Moursinx. Donc à Strasbourg, il avait commencé à travailler, je dirais, il avait trouvé cet emploi à l'ancêtre de la SNCF à l'époque. Et c'est ça qui a fait qu'il a voyagé pas mal, puisque son père, il a eu des postes dans différents endroits. Donc Moursinx, pour ceux qui c'est dans les Landes, donc c'est un petit peu au sud de Bordeaux. Et là, donc, il avait repris le chemin de l'école, donc 1857, il avait 11 ans. Et donc en bas, je vous ai mis une photo de la gare de Moursinx. Et après, il avait déménagé à Moux, donc par rapport à Moursinx qui est dans les Landes. Moux, c'est dans l'Aude, donc c'est plutôt du côté de la Méditerranée.
Et donc, où son père aussi était, donc c'était une ligne importante de chemin de fer, donc qui reliait Bordeaux à Marseille, quoi, qui faisait l'est-ouest. Et donc, il supplée au manquement paternel. Ça veut dire que son père, en fait, c'était quelqu'un qui était apparemment pas très très sérieux, qui soit dormait, soit buvait. Enfin bon, l'histoire ne le dit pas. Et puis souvent, ben, c'est le jeune Léon qui allait positionner les aiguillages, fermer les signaux et tout. Donc je ne sais pas si vous voyez ce qu'il avait déjà sur les épaules à cette époque-là, quoi. Et donc il s'est occupé aussi des télégrammes et de la comptabilité. Et à un moment donné, il y a des inspecteurs qui étaient venus de la SNCF pour voir qu'est-ce que faisait le père de Léon Denis. Et puis il était un peu plus loin où ils étaient en train de décharger des wagons. Enfin bon, il était là-bas, il n'était pas à son poste, quoi. Et c'est le petit Léon Denis qui a dit aux non, non, il est là-bas parce qu'il est en train d'aider à décharger les wagons. Ouais, trouver des excuses pour son père. Et ensuite, en 1862, la famille s'installe à Tours. Donc Léon travaille dans une faïencerie et dans une maison de commerce où il travaille aux écritures. Donc vous pouvez voir que son éducation a été quand même assez sacrifiée avec des interruptions et puis qui n'est pas allé très loin. Donc en 1862, 1846, mais il était encore tout jeune, il avait 16 ans, quoi. Et il a déjà commencé à travailler, à faire de la comptabilité dans cette faïencerie. Et donc dans sa 18e année, donc vers 1864, ben, il est passé dans une des rues principales de Tours, donc je vous ai mis aussi une image de l'époque, où il est passé devant une librairie et puis par hasard, évidemment, il est tombé sur le livre des esprits d'Allan Kardec. Et il disait lui-même, il semble en effet que l'invisible veuille nous éprouver, mesurer notre degré de persévérance, exiger une certaine maturité d'esprit avant de nous livrer ses secrets. Et donc là, il avait commencé à étudier le spiritisme. Alors, en 1867, Kardec, il avait fait, c'était son dernier voyage spirit, donc qu'il a fait à Tours. Et donc là, c'est extrêmement... Je vous encourage de lire les biographies aussi de Léon Denis, on n'en a pas parlé, mais il y en a une de Henri Sauce, qui est aussi sur l'encyclopédie Spirit, et puis qu'il faut aussi qu'on réimprime un jour. Et dans cette biographie, il y a une autre biographie de Claire Baumard, donc, qui était son assistante, sa secrétaire, si vous voulez, qui écrivait ses livres quand il était déjà aveugle, près de la fin de sa vie. Et donc, elle raconte en fait cet épisode où ils avaient réservé une salle et la police avait interdit la manifestation. Donc, au dernier moment, ils ont transféré vers le jardin de la maison d'un des membres d'un des spirites de Tours. Et donc, quand Léon Denis il est arrivé là-bas, en fait, il y avait Kardec qui était sur une chaise dans le jardin, en train de cueillir des cerises pour les donner à Amélie, son épouse, qui était à côté de lui. Donc, il raconte cette histoire qui est vraiment magnifique. Et donc, on a aussi réussi à retrouver donc, une lettre d'Allan Kardec de cette époque, et vous retrouvez aussi ce genre de récit de ce voyage dans la revue Spirit. Donc, Léon Denis a donc rencontré Allan Kardec en 1867 à Tours. Et donc peu après, il y a eu la fondation du groupe de la rue du Cygne. Donc c'est le premier groupe spirit auquel il a commencé à participer de façon régulière et il était devenu secrétaire. Et regardez ce qu'il écrit. J'ai appris par là, donc par cette expérience d'un groupe débutant, combien il est dangereux de se livrer à l'expérimentation spirit sans préparation, sans protection efficace, et ces exemples me rendirent circonspect. Et donc là, en fait, au début, il s'était fait avoir. Il y a des esprits qui cherchaient à leur raconter des bobards, voire à les obséder, à les perturber. Et c'est là où c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Beaucoup de gens qui commencent à faire de l'expérimentation spirit, à pratiquer la médiumnité, comme je l'ai dit en janvier, sans connaissance de cause. Eh ben, il faut faire attention. C'est dangereux. Vous vous mettez vraiment dans la gueule du lion, et les esprits, si vous êtes un peu naïf, ils vont, moi je dis toujours, vous satelliser avec la plus grosse facilité. Donc il faut toujours rester bien les pieds sur terre, s'entourer de personnes qui ont un peu d'expérience, et être circonspect ou être méfiant. Il faut toujours lire 3 fois, demander 3 fois avant de croire vraiment un message qui vous est arrivé, pour être vraiment sûr que c'est quelque chose de sérieux, quoi.
Alors, le 26 octobre 1868, Léon Denis donc, a été initié à la loge des démophiles de Tours. Donc cette loge, démophile, ça veut dire démo, peuple, phile, aimer. Donc c'est démophile, ça veut dire aimer le peuple. Et donc c'était une loge maçonnique qui appartenait au courant du maçonnique du Grand Orient. Et donc il y a un chercheur brésilien qui s'appelle Eduardo Carvalho Monteiro, que j'admire beaucoup, qui est allé là-bas parce qu'il était lui-même maçon, donc toutes les portes se sont ouvertes, il a pu faire toutes les recherches qu'il voulait. Et donc vous voyez, il nous a trouvé, je l'ai entouré là-bas, donc le registre de l'initiation de Léon Denis, donc du 27 octobre 1868. Donc Léon Denis, à l'époque, il était à la fois franc-maçon et spirit. Ce qui ne posait à l'époque aucun problème, et ce qui pose encore aujourd'hui aucun problème, puisque au Brésil, vous avez énormément de francs-maçons qui sont spirites, notamment Eduardo Carvalho Monteiro dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce que démophile, aimer le peuple, l'idéal de la maçonnerie, c'est d'aider la société, d'essayer de faire que les choses deviennent meilleures, et quelque part, c'est le même idéal que le spiritisme. Sauf que ils ont donc un moyen de faire un peu différent que des spirites. Cela dit, les francs-maçons encore aujourd'hui étudient beaucoup le spiritisme, et à Tannes, on a de temps en temps des francs-maçons qui viennent participer à nos réunions d'études. Donc voilà une photo où on le voit donc dans son habit de franc-maçon. Hein. C'est la photo de couverture là, Après la mort, le livre qui est tout à fait sur votre droite. Et donc c'est typiquement l'habit des francs-maçons. Et donc il était en fait, c'est les francs-maçons qui lui ont appris à donner des conférences. L'art de l'oratoire, comment parler, comment présenter, comment structurer, comment développer l'intonation, etc. Et par après, comme on le verra, Léon Denis, il était extrêmement connu justement par ça, par les conférences qu'il faisait. C'était un peu comme au Brésil, vous avez Divaldo, tout le monde me dit toujours, il ne faut surtout pas faire de pub parce que sinon la salle est trop petite, quoi. Donc Léon Denis, c'était pareil. Il y avait des milliers de personnes qui venaient voir ses conférences, alors qu'il aille en Belgique ou ailleurs, comme on le verra plus tard. Il était vraiment... Ça, c'est quelque chose que je regrette, qu'on n'a pas d'enregistrement ou au moins sonore d'une conférence de Léon Denis, parce que vraiment, ça devait être quelque chose. Cela dit, il est certainement là pour aider à l'état d'esprit encore et inspirer certains grands conférenciers comme Divaldo Pereira Franco, Raúl Teixeira ou d'autres. Alors, il y a eu la guerre en 1870, donc il a été appelé comme réserviste à La Rochelle. Et lui-même dit, après, dans l'espace de 6 mois, je devins successivement sous-officier, major, sous-lieutenant, et je serais encore monté en grade si la peine était survenue. Et il dit un peu plus loin, donc dans sa biographie, qu'il est convaincu qu'en fait, dans une de ses vies passées, il était militaire. Et c'est ça qui faisait qu'il avait ces choses innées en lui et qu'il a progressé si vite, quoi. Hein? Mais ce n'était pas ce qu'il devait faire dans cette vie. Et donc c'est pour ça que ça a été interrompu heureusement par la paix, hein, et aussi pour lui laisser, je dirais, l'occasion de faire autre chose. Alors en 1883, c'est l'inverse, donc il a quitté la loge des démophiles. Et alors pourquoi? Alors dans la grande énigme, on peut voir Dieu est inconnaissable dans son essence, dans ses profondeurs intimes, mais il se révèle par toute son œuvre, dans le grand livre ouvert sous nos yeux et au fond de nous-mêmes. La grande énigme, c'est un livre qu'il a écrit sur Dieu, Dieu et l'univers. C'est là vraiment où il développe la question de Dieu dans son œuvre. C'est ce livre, la grande énigme. Et pourquoi il a quitté la loge des démophiles? Parce que le Grand Orient, à peu près à cette époque-là, avait retiré la notion de Dieu, donc ce qu'ils appellent le grand architecte, de leur credo de base, et ils avaient fait ça au nom de la libre croyance, au nom de la liberté de croyance. Et Léon Denis, donc, il était fondamentalement pas d'accord avec ça, et c'est probablement, alors c'est pas écrit, mais c'est probablement pour cette raison qu'il les a quittés à cette époque-là. Hein. Et donc, on voit dans cette phrase, justement, que quelque part, il répond aux francs-maçons, donc inconnaissable, inconnaissable, pourquoi?
Et ça, Kardec l'avait déjà dans le livre des esprits, vous le trouverez, quand il pose, oui, mais Dieu, il est fait comment, il est fait de quoi? À un moment donné, les esprits lui disent, écoute, nous-mêmes, on ne sait pas, comment veux-tu qu'on te le dise? Hein? Donc c'est ce que Léon Denis il utilise, inconnaissable, c'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, chez les bouddhistes. Hein? L'inconnaissable, qu'on ne peut pas concevoir ce qu'est Dieu, parce que c'est quelque chose qui nous manque encore dans notre esprit, dans notre intelligence, pour pouvoir comprendre l'essence même de Dieu. Par contre, on peut comprendre et on peut voir qu'il se révèle. On peut être sûr de son existence par son œuvre. Tout est fait à une cause. Hein. Et donc c'est là que vous avez la question numéro 1 du livre des esprits, où Kardec demande aux esprits « Qu'est-ce que Dieu ?» Il ne demande pas « Qui est Dieu ?» Parce que « Qui ?» c'est une personne. Donc ça aurait déjà été personnifié Dieu, donc il y a une partie de la réponse qui aurait été dans la question. Donc la question correcte, ce n'est pas « Qui est Dieu ?» c'est « Qu'est-ce que Dieu ?» Et les esprits donc lui ont répondu « Intelligence suprême, cause première de toute chose ». Ça c'est la question numéro 1 du livre des esprits. Donc cause première de toute chose, c'est ce qu'on voit ici, donc il se révèle par son œuvre. Quand on voit l'univers, l'harmonie de toutes ces lois de la nature, même les scientifiques aujourd'hui, quand ils se posent par exemple la question est-ce que l'univers est en expansion ou pas, est-ce qu'il va être en expansion tout le temps ou est-ce qu'à un moment donné il va arrêter de grandir et il va de nouveau se contracter, et ils se rendent compte que on est pile sur le... Ça aurait été un petit peu moins, il se contacterait un petit peu plus, il s'expandrait, donc on est pile sur la limite. Et donc c'est là où les scientifiques eux-mêmes disent, mais pourquoi? Voilà, parce qu'il y a une grande sagesse derrière toutes ces lois de l'univers qu'on découvre peu à peu. Voilà. Et au fond de nous-mêmes, parce que évidemment c'est aussi une question de conscience. Hein. Les lois de la nature sont écrites dans notre conscience. Et donc là vous avez une photo du registre, donc où, en 1883, qui montre qu'il a quitté la loge des démophiles. Il est cependant toujours resté beaucoup copain avec eux, il a continué à les fréquenter, etc., même s'il ne faisait plus officiellement partie des francs-maçons. Alors après, il a commencé à écrire, hein, c'est-à-dire qu'il avait plus de temps, et il a commencé à écrire. Donc vous voyez Tunis, l'île de Sardaigne, le médecin de Catane et Giovanna, qui sont donc plus des romans. Donc avec les francs-maçons, il avait l'occasion, et puis par son travail aussi de représentant commercial, de voyager. Et il profitait chaque fois de ces voyages pour visiter un peu. Et puis ce sont des livres aussi qui sont très très beaux. Alors je ne sais pas si on les a tous, mais normalement sur l'encyclopédie, Giovanna c'est sûr il y est même traduit en portugais dans... Le pourquoi de la vie, voilà, vous avez la traduction de Giovanna en portugais, et sinon on l'a aussi sur l'encyclopédie Spirit, et donc c'est plus des romans spirites. En 1885, il a écrit Le pourquoi de la vie, donc c'est son premier petit fascicule, dont je vous ai mis un extrait, hein. C'est à vous, ô mes frères et mes sœurs en humanité, à vous tous que le fardeau de la vie a courbé, à vous que les âpres luttes, les soucis, les épreuves ont accablé, que je dédie ces pages. En 1885, il est devenu vice-président de l'Union Spirit française, donc il a quitté les francs-maçons, mais il s'est rapproché beaucoup plus des spirites. En 1889, il participe à l'organisation du 2e congrès Spirit international à Paris. Le premier, c'était l'année d'avant, 1888, à Barcelone. Et donc, l'abbé Roca, qui écrivit sur les interventions de Léon Denis à ce congrès, je dois mentionner les chaleureuses improvisations de M. Denis de Tours, qui a pris la parole plus de 30 fois, toujours avec le même bonheur. Donc on voit la qualité de son oratoire, les arguments, la manière de dire les choses et tout. 1890, c'est la première édition de Après la mort, donc ce que vous avez là. 1889, il a commencé à faire des conférences en France, Belgique, Algérie. 1890, il a formé un nouveau groupe, donc de la rue du Rempart à Paris. Et donc là, par contre, il avait déjà l'expérience, puisque vous avez vu que le premier groupe, c'était en 1872. Et donc, où vraiment, il s'est entouré de personnes formées et capables. Et donc, parmi les esprits qui les ont inspirés, il y en a un qui se dénommait Jérôme de Prague. Donc, vous le connaissez peut-être. Il a succédé à Jean Hus, c'était un contemporain de Jean Hus. Alors pour la petite histoire, Jean Hus, c'était soi-disant
Enfin, tout indique que c'était la réincarnation précédente d'Allan Kardec, hein, qui s'était déjà élevé contre les abus de religion et qui a été mis sur un bûcher à Constance. Ici, quand vous allez à Constance, c'est pareil, bon, il faut traverser la Suisse. D'ici, ça fait un petit peu loin, mais bon, c'est faisable. Vous avez encore le monument donc, qui est mis sur la place où Jérôme de Prague a été... Jean Hus a été brûlé sur le bûcher. Et un autre esprit qui s'appelait donc l'esprit bleu, et ça, d'après ce que dit Léon Denis, c'était l'esprit de Jeanne d'Arc, donc qui était venu là pour les aider. Donc ça, c'était vraiment donc, un groupe qui marchait très très bien, et qui apportait, notamment dans tous ses livres, Léon Denis cite beaucoup de communications, et ces communications, ben, il les a reçues en grande partie dans ce groupe spirit. 1898, il a écrit le christianisme et spiritisme. Donc je vous ai aussi mis une citation. Hein, le christianisme porte en lui les éléments de progrès, des germes de vie sociale et de moralité qui, en se développant, peuvent produire de grandes choses. Soyons donc chrétiens, mais en nous élevant au-dessus des confessions diverses, jusqu'à la source pure d'où l'évangile est sorti. Ses bras sont largement ouverts à l'humanité. Donc, il ne faut pas confondre christianisme avec catholicisme ou avec protestantisme. Christianisme, c'est toutes les religions qui, quelque part, reconnaissent le Christ, hein, ou les évangiles. Hein, et donc, c'est ce qu'il écrit là. Là, vous avez des photos, donc, à peu près à cette époque. Donc, vous le voyez avec un livre. Et puis, sur la photo de droite, c'est avec sa mère, donc, Lucie Denis, qui était déjà âgée à cette époque-là. Alors après, vous avez les autres livres, donc vous voyez, 1903, Dans l'invisible. Donc ça, c'est un petit peu, en quelque sorte, le livre des médiums de Léon Denis. Il est très très bien fait, je vous conseille aussi de le lire. Le problème de l'être et de la destinée, qui est magnifique, hein, qui vraiment parle de souffrance, parle de vieillesse, parle de toutes ces questions, et il présente ça d'une façon magnifique. 1910, c'est La Grande Énigme, donc qui parle plus de Dieu. 1912, Jeanne d'Arc médium, donc il a fait une analyse de Jeanne d'Arc des phénomènes en montrant donc les phénomènes médiumniques, montre comment elle était médium, quoi. 1919, il a écrit Le Monde invisible et la guerre, où il a rassemblé donc les communications qu'ils avaient reçues des esprits pendant la guerre de 14. Dans la revue Spirit, en 1924, il a écrit une série d'articles qui s'appelle Socialisme et spiritisme, puisque là aussi c'était le début, Karl Marx et tout ça, hein. 1925, il était président du Congrès Spirit International à Paris. Donc c'est la photo que vous verrez tout à l'heure où il a une grande barbe. Et en 1927, il a sorti son dernier livre qui est Le génie celtique et le monde invisible. Là aussi, il a fait une étude sur le celtisme, donc ce qui sont des racines profondes de plusieurs peuples, y compris un peu les Helvètes, aussi donc montant sur l'Angleterre, en descendant jusqu'à l'Espagne, quoi. Et le 12 avril 1927, ah ben, il est retourné à la patrie spirituelle. Voilà. Donc ça, c'est la photo de lui en 1925, quand il était au Congrès de Paris. Ou donc 1925, 1846, donc ça fait quoi? Ça fait 54, 74, 79 ans, c'est ça? Voilà. Alors, les Brésiliens, donc... sont des grands admirateurs de Léon Denis. Vous trouvez tous les livres, donc je vous en ai cité quelques-uns ici. Vous voyez le nombre d'exemplaires, donc si vous faites la somme de tous ces exemplaires, ben, rien que la FEB, elle a vendu plus d'1 million de livres de Léon Denis. Et ça, c'est rien que la FEB, parce qu'après, il y a les éditeurs, il y a le Centre Léon Denis de Rio de Janeiro qui a une maison d'édition, il y a plein d'autres maisons d'édition qui ont publié des livres sur Léon Denis. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici. Après, vous avez aussi des livres en espagnol, puisque les Argentins, par exemple, admirent autant Léon Denis que Chico Xavier. Hein, c'est ce que j'ai pu constater quand j'étais là-bas. Alors que les Brésiliens, bon, c'est normal, ils sont... Hein, au Brésil, Santo de Casa faz milagre. Hein, contrairement à la France, où Kardec est royalement ignoré. Mais bon, c'est comme ça, c'est la culture de chaque peuple. Voilà. Et puis vous avez aussi donc Gaston Luce, c'est une des biographies qui a été publiée aussi au Brésil. Donc là vous avez quelques livres du Centre Léon Denis, vous avez son adresse internet.
Alors il y a ce chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, Eduardo Carvalho Monteiro. Donc il était venu au congrès de Paris en 2004 et puis j'ai eu le bonheur, quand il m'avait demandé de l'aide, d'accepter de l'accompagner à Tours après le congrès. Et puis donc c'est en allant à Tours qui m'a emmené dans les archives. Donc là, ça c'est le cimetière La Salle où vous avez la tombe de Léon Denis, donc c'est à Tours, hein, que vous pouvez visiter. Et la photo de droite, donc c'est le petit kiosque qui est dans le jardin des Prébendes Douai. Donc c'est un jardin très très beau à Tours. Et Léon Denis, en fait, il habitait juste en face de ce jardin, quoi. Donc c'est un lieu qu'il a souvent fréquenté. Vous avez plusieurs arbres qui sont plus que centenaires, qu'il a certainement déjà vu, qui l'ont vu passer devant lui, quoi. Alors, il a écrit 2 livres qui sont extrêmement importants, donc ce que je vous montre ici. Léon Denis et la maçonnerie, et le deuxième, Dossier Léon Denis, où ce qui est bien avec Eduardo, c'est qu'il faisait des recherches, et dès qu'il trouvait quelque chose, hop, il compilait un livre et il le publiait. C'est-à-dire, tout ce qu'il trouvait, il le mettait vraiment à la disposition de tout le monde, y compris des autres chercheurs. C'était vraiment ce chercheur qui voulait surtout pas garder les choses secrètes en lui. Non, non, lui, il partageait tout. Et il a fait donc un autre livre qui s'appelle Dossier Léon Denis. Alors, on ne les a pas encore traduits en français, ceux-là, mais je pense que ça va se faire parce que ce sont des ouvrages qui sont extrêmement importants. Alors, des autres pays, donc là, vous voyez Après la mort en suédois, donc qui a été traduit par un Suédois qui était malade, mourant ou qui voulait se suicider, puis qui a été sauvé, je dirais, par la lecture de ce livre. Alors, il y a aussi des livres qui ont été traduits en anglais. Par exemple, Jeanne d'Arc a été traduit en anglais par Arthur Conan Doyle. Donc, l'auteur de Sherlock Holmes était très copain avec Léon Denis. Ils étaient ensemble au congrès de 1925. Et donc, c'est Conan Doyle lui-même qui a traduit Jeanne d'Arc Médium en anglais. Alors, on va arriver à la conclusion. Toujours Léon Denis. Élève donc ton regard et embrasse les vastes perspectives de ton avenir. Puise dans ce spectacle l'énergie nécessaire pour affronter les vents et les orages du monde. Marche, vaillant, lutteur, gravis la pente qui conduit à ces cimes qu'on appelle vertu, devoir, sacrifice. Ne t'arrête pas en chemin à cueillir les fleurettes du buisson, à jouer avec les cailloux dorés. En avant, toujours en avant. Donc, vous voyez, je vous laisse apprécier le style, le contenu, la beauté de ces écrits. Et pour terminer, donc, je rappelle encore cette maxime d'Alan Kardec qui est « Or la charité, point de salut ». Un petit clin d'œil bon, pour le 8e congrès spirit mondial. Alors, c'est plein. Donc, voilà, le mois dernier, je vous disais, dépêchez-vous. Là, maintenant, c'est fini. C'est terminé. C'est plein à craquer. Il y a encore des gens qui essayent d'échanger parce qu'il y a des gens, ah, finalement, je ne peux pas venir. Donc, ils acceptent encore, peut-être encore pendant cette semaine, de changer des noms. Mais ça devient vraiment très, très difficile parce qu'en fait, c'est plein à craquer. Et donc, du coup, il y a en fait les gens de FEB TV qui viennent, toute une équipe, donc qui vont filmer le congrès en direct et qui vont faire du streaming sur Internet. Donc, même si vous n'avez plus de tickets, vous pourrez suivre ça de chez vous sur Internet. Alors, pour savoir où c'est, allez sur ce site-là, 8cem.com. Donc, il y a une newsletter qui est sortie la semaine dernière, qui a été envoyée par mail, vous l'avez peut-être reçue. Irène est en train de le traduire en français, donc on l'aura probablement cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard en français. Et là-dedans, vous avez toutes les informations sur quel canal ce sera, etc. OK. Donc, le thème de ce congrès spirit mondial, vous les avez ici, ce sont ces affiches. Donc, aimer la vie. C'est quelque chose qu'on a pensé être extrêmement important pour l'Europe, puisque en Europe, c'est là où, je dirais, il y a les sociétés entre guillemets les plus avancées, mais qui dérapent sur cette question-là. Donc, notamment les questions de l'avortement, de l'euthanasie ici en Suisse. Et donc, où ces lois qui sont humaines ne prennent pas encore suffisamment en compte les lois naturelles, la question de l'esprit. Elle se base aussi sur des questions purement matérialistes. Et puis c'est ce que disait Paul. Il y a beaucoup de choses qui sont légales, qui sont autorisées, mais tout ce qui est autorisé, ce n'est pas forcément correct. Ce n'est pas forcément en harmonie avec les lois de la nature. Aimer son prochain, donc c'est la suite de la campagne. Et il y a aussi donc quelque chose qui a un peu découlé de ça et qui se développe de plus en plus. Donc c'est quelque chose d'un peu plus typiquement européen,
comment dire, un développement de cette campagne d'aimer la vie. Et donc, vous voyez, c'est écrit en anglais, Say Yes to Life. Et c'est là où, je dirais, il y a un site Facebook. Donc, vous cherchez Say Yes to Life sur Facebook. Je vous encourage à le suivre, à vous connecter, à faire des likes, à vous abonner au streaming, parce qu'il y a toujours des articles, comme la semaine dernière, il y en a un qui est sorti, Samsung, il y a un pont en Corée où il y a beaucoup de gens qui se suicidaient. Et Samsung, donc, que vous connaissez, une grande société coréenne, ils ont mis sur ce pont, sur la rambarde, des informations donc pour éclairer les gens, pour les dissuader de se suicider. Et ça a eu un effet assez positif parce qu'il y a eu une réduction conséquente du nombre de suicides et Samsung donc a reçu un prix pour ça. Donc, vous voyez, c'est le genre d'articles qui ne sont pas forcément spirit, mais qui vont tout à fait dans le sens de ce que dit le spiritisme, qui sont mis donc sur cette page Facebook pour justement faire cette campagne en faveur de la vie. Et là, vous voyez, donc ça, c'est des photos qui sont toutes récentes. Donc celle du milieu, là, elle a été prise en Australie, donc où ils ont fait un événement public sur justement la protection de la vie. Et celle qui est à droite en haut, ben, c'était à Dublin en Irlande, où là aussi, donc, il y a eu des spirites qui se sont réunis dans le centre-ville de Dublin pour parler du sujet. Et ça a été fait le 10 septembre qui est la journée mondiale de la prévention du suicide. Donc vous voyez, il y a tout un dynamisme qui est très très intéressant qui est fait donc, en développement de cette campagne. Et ça va certainement continuer et se développer encore plus après le congrès. Et aussi, bon, je ne sais pas si je vous ai montré ça la dernière fois. Oui, je vous l'avais montré. Donc on dit toujours, oui, mais les gens sont matérialistes. Ils disent, ben non, ben regardez. Se rappeler d'une vie antérieure, la tête de l'Égyptien. 42% des Français y croient et 9% l'ont vécu. Donc vous voyez, 42%, c'est presque la moitié des Français qui croient en la réincarnation. Hein? Il ne faut pas qu'on se trompe. Quand on parle de réincarnation, ouais, machin. Non, non, les gens, ils y croient. Même s'ils ne le disent pas, s'il y a encore, je dirais, cette petite barrière matérialiste ou la peur de passer pour un naïf, non, non. Voir des apparitions, 44%, entendre des voix, 47%, donc là aussi, merci Jeanne d'Arc. Hein. Être enlevé par un extraterrestre, 12%. Donc vous voyez, il y a déjà même un certain discernement chez les gens. Hein. Hein. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que ça montre qu'on y arrive. Il faut qu'on continue, ça nous encourage à persévérer dans le travail qu'on fait, de dire l'esprit existe, il survit après la mort, etc. Encore samedi, on avait un cours à Tannes, il y a une dame qui est venue pour la première fois, mais elle pleurait parce qu'elle dit c'est la première fois que je peux parler de ce que j'ai vécu, parce qu'elle est médium voyante, elle voit des esprits. Quand elle va dans des enterrements, des trucs comme ça, elle voit les esprits. Elle n'a jamais osé en parler à quiconque. Elle est venue chez nous, j'ai dit, ici vous pouvez parler, les gens vous allez même exciter leur curiosité parce que les gens ici, ils y croient. Hein. Et donc petit à petit, ces barrières tombent et puis il reste un peu de persévérance et on va y arriver. Merci pour votre attention et pour votre temps. Quelqu'un veut poser une question à Charles? Tu fais la prière? Oui? Alors, élevons nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, créateur de tout ce qui existe dans l'univers, y compris de nous-mêmes, de notre esprit, et donc envers lequel nous sommes tous ses enfants et tous frères dans l'humanité, qui nous a envoyé aussi Jésus il y a 2000 ans pour nous donner l'exemple des leçons de l'Évangile. Aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu par-dessus tout, qui est une simple phrase qui résume tout l'Évangile, toute la loi, comme il disait.
qui est la clé donc de cette harmonie avec les lois naturelles, qui va nous propulser sur le chemin de l'évolution de nos frères, de l'évolution des sociétés et de l'humanité en général. Nous les remercions, ainsi que tous les bons esprits, les anges gardiens, tous ces esprits qui sont là pour nous aider au quotidien, à acquérir de la patience, à surmonter toutes nos difficultés, nos épreuves, les maladies, tous les obstacles qui se présentent à nous, à résister aussi aux mauvaises influences. Grâce à toutes ces leçons aussi qui nous ont été données, comme celle par exemple de Léon Denis, ou celle de Allan Kardec, ou de Chico Xavier, ou de nombreux autres auteurs. Littérature enrichissante qui réchauffe le cœur. Que nous puissions mettre donc toutes ces leçons en pratique d'abord sur nous-mêmes, pour pouvoir rayonner de notre exemple autour de nous, et aussi les diffuser auprès de nos frères qui en ont tant besoin dans ce monde aujourd'hui, notamment dans cette période de transition. Nos remerciements vont également vers les travailleurs de ce groupe Spirit qui permettent de réaliser de telles conférences, ces événements, ces études, au bénéfice de tous ceux qui sont intéressés. Ainsi soit-il.